Bonjour à tous, c'est Mélo et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faeria. On va tester un nouveau deck comme la dernière fois. Alors cette fois-ci ce sera un deck bleu. Euh, il y aura que des cartes bleues. C'est un deck que j'ai créé moi-même et que je trouve très efficace en ladder. Donc on va le tester tout de suite. Et par la suite je vous dirai de quoi il est fait. C'est parti. C'est parti. Alors on va voir contre qui on tombe. Alors que je vous rappelle que c'est un deck bleu. Donc il est assez... c'est un deck mid-range en fait. On aura beaucoup de cartes à jouer, peu importe le nombre de Faria qu'on a. C'est ce qui est, c'est la force du deck. Vous verrez pendant la partie. Donc là on va garder. Parce qu'on a d'assez bonnes cartes. Alors pourquoi on garde? Parce qu'on a celle-là. La fée Gemswa. Qui quand on va avoir un événement, ben, va gagner plus 2. Plus la protection avec une charge de 2, ce sera très efficace. Et on aura cette carte-là. Qui va nous mettre des cartes en main. Donc je pense qu'on garde. Donc le lancier c'est vraiment une carte moyenne en début de partie. Donc on va pas la jouer pour le moment. Donc là on va tout simplement faire un terrain bleu. Et voir contre qui on tombe. Est-ce que ce sera un aggro ou est-ce que ce sera plus un contrôle? Alors c'est un forêt. Donc à mon avis ce sera plus un deck contrôle. Il faudra un peu être plus agressif que lui. Donc nous ce qu'on va faire là c'est un deuxième lac. Avec notre fée de Gemswa invoquée. Et on va terminer notre tour. Alors en terrain neutre, il va commencer à invoquer je pense. Ok. Donc c'est vraiment un deck contrôle. Pourquoi? Bah parce que il a joué cette carte là. Et vous voyez son effet, à chaque fois qu'une créature alliée meurt, une créature aléatoire dans votre main gagne plus un plus un. Donc ce sera vraiment un deck contrôle qu'on aura en face. Donc là ce sera à nous de jouer. Donc on va jouer notre fée ici. L'avantage avec les fées c'est qu'elles ont le vol, hein. Je vais pas vous le cacher. Et quelque chose d'intéressant qu'on peut faire, c'est faire un troisième lac et jouer notre deuxième fée. Et on va s'arrêter là. Donc admettons qu'on gagne un événement. Bah là on aura un boost très conséquent sur nos fées. D'accord. Là il commence à jouer de la grosse bête. C'est dommage. C'est fort dommage. Alors, voilà ce qu'on peut faire. On va récupérer la Faeria. On va voir ce qu'on gagne avec cette carte. C'est fort dommage tout ça. Est-ce qu'on peut tenter de piocher une carte? On tente. Ah! C'est dommage. Alors pourquoi j'ai pioché une carte? Tout simplement pour essayer de choper un événement, mais visiblement ça ne veut pas. Alors ce qu'on va faire c'est très simple. On va jouer ici notre fée et on va invoquer cette créature. On va terminer notre tour par là. Il nous a mis un peu en difficulté avec sa carte. Mais bon, c'est pas perdu. On peut toujours profiter du boost pour l'instant. Il va sûrement venir attaquer. Voilà. Oh, et là il joue une carte. Ok. Donc lui il a commencé à agresser. Donc nous ce qu'on peut faire dans l'histoire,
On peut se débarrasser de ces deux créatures, tout simplement. Au choix. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux soit jouer un juge impérial et récupérer sauvegarde, qui va me mettre un bouclier sur une de mes créatures. Et ensuite, par la suite, faire une Faeria et jouer celle-là, pour que celle-là reste en vie quand je vais viser celle-là. Est-ce que c'est un bon coup? Je ne pense pas. On va déjà bouger ici. Et on va tout simplement jouer un crapaud. Voilà, on a épuisé pas mal de cartes. Mais bon, au final, on se retrouve à peu près à égalité. 4 cartes en main, une créature sur le board, moi j'en ai 2. Il a 8 Faeria, c'est ce qui va faire la différence. D'accord. Ok. Donc là pour le coup, on divise par 2 ces points. Ça peut le faire ça. On peut pas bouger. Alors ce qu'on va faire... Prochain tour j'aurai ça. Termine notre tour. Donc on est un peu en difficulté dans cette partie, mais c'est pas perdu, on peut peut-être remonter. Ce qui est très dur dans Faeria en fait, c'est qu'il y a un taux de chance très mince. Et quand vous êtes en désavantage dans une partie, c'est très dur de remonter. C'est ce qui fait l'intérêt de ce jeu, hein. En gros, là c'est purement si il a une meilleure sortie que la mienne et que son deck est potentiellement meilleur que le mien, eh ben, il gagnera si tout se passe bien pour lui. Il n'y a pas vraiment de hasard dans ce jeu. Alors ce qu'on va faire, nous... On récupère ça. C'est dommage. Pêcher une carte quand même. Peut-être être sauvé par... Ok. Divise encore ses points de vie par 2. On va jouer cette carte. Je peux pas se viser elle-même, c'est pas grave. Et on va jouer ceci. Et donc là, il monte en puissance. Ok. Alors, sinon on peut te placer ici. Piocher une carte. On a peut-être une chance de tomber sur une bonne carte. Non. Donc on va encore piocher. Ok.
Hmm. Bon, je pense que la partie est définitivement perdue pour ce coup-là. Donc on va pas... On va sans plus tarder, on va arrêter, on va abandonner. Et on va démarrer une nouvelle partie. On démarre une nouvelle partie. On va voir si on a un peu plus de chance qu'au match qu'on a eu. On n'a pas vu un peu le vrai potentiel de... On n'est pas très bien tombé en termes de cartes. Je m'attendais à avoir les, euh, les événements qui sont dans mon jeu plus tôt que ça. Et visiblement, on n'a pas eu de chance au niveau du deck. Donc on verra pour le second match. Seconde partie. Face à Joe. Donc là, clairement, on a une mauvaise main. Hein. Donc on va simplement tout virer. Et repiocher. Et là, elle est mieux. Là, notre main, elle est mieux. Elle est très bien, même. Donc, comme d'habitude, on crée un lac pour pouvoir jouer nos créatures bleues assez rapidement. Hein. Deuxième carte. Ouais, là, notre jeu, il est meilleur. Donc voilà. Là, c'est typiquement une particularité du deck. Alors, je vais jouer un disciple sur ce terrain. L'effet du disciple, c'est qu'il augmente de 1 à chaque fois que je vais jouer un événement. Donc vous imaginez bien que je vais jouer cet événement-là. Et je vais déplacer un terrain pour directement récolter la Faeria au prochain tour. Donc là, on est face à un aggro. Je trouve que la prairie, c'est juste abusé. Clairement. Donc là, on va jouer ça ici. Hop. C'est ce qui est pas mal. Hein. On a deux bonnes créatures. On va en jouer une d'ailleurs, tout de suite. Donc là, on se retrouve face à une 5-5. Pas très dangereuse. Donc là, on peut faire pas mal de choses. On va jouer simplement deux prairies ici. On va récolter la Faeria. On va jouer cette carte-là ici. Et attaquer celle-ci. Hop. Ok, il ne joue rien. Notre adversaire ne joue rien. Et ce qui est plutôt pas mal parce que là maintenant on va le bloquer quasiment sur toutes les cartes. Sur tous les terrains qu'il a joué, pardon. Donc ici et ici on va tout simplement créer deux prairies. Je ne sais pas si on devrait jouer cette carte là. Je pense que si. Bon, bah voilà. Je pense qu'il avait un mauvais... il avait une mauvaise main, il avait un mauvais jeu. Donc on va redémarrer une partie hein, pour voir vraiment le potentiel du deck. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu le potentiel du deck. Bon, on a pu le voir au début de partie, de la deuxième partie. Comment ça peut aller vite en fait. On est assez bien en contrôle. On a suffisamment d'événements pour que notre deck tourne et combatte avec les différentes cartes. Et donc voilà, en fait, le deck il tourne autour de ça, autour des événements et autour des petites cartes. C'est-à-dire que vous pouvez pas, il est très difficile de ne rien pouvoir faire
durant un tour. Parce que les cartes, elles ne coûtent pas très cher. Vous voyez la moyenne, le coût moyen c'est 3,4. Et il est très, très difficile de ne rien pouvoir faire pendant un tour. C'est ça la particularité du deck. On verra la troisième partie pour voir. Et enfin faire une partie quoi. Enfin, on a fait une partie en premier, lors de la première, du premier duel où on s'est fait rétamer. Voilà, nouvelle partie contre Alnigor. Donc là, on va garder, hein, parce qu'on a un disciple d'Aurora. Et on a une carte qui coûte 0, donc on pourra éventuellement faire pas mal de choses en ce début de partie. Donc là, comme d'habitude, je vais pas vous faire... je vais pas vous redire ce que je fais. Ben, lac. Au milieu. Là, on est face à clairement un deck feu. On va essayer... Hop. Hop. Et on joue ça derrière. Oui, oui, on joue ça derrière. Donc là, si on pioche un événement qui est pas trop cher, ça peut le faire. Oh, d'accord. Notre adversaire n'est pas content. Il n'a pas voulu en voir plus. Je le comprends. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça, tout simplement. Troisième lac ici. Et on termine notre tour. Donc là, notre créature a été boostée. On récupère la Feria. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de vraie créature à jouer. Parce que ça, c'est clairement pas une créature à jouer. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est jouer des prairies. Et on va terminer notre tour. Pour l'instant, notre adversaire n'est pas très menaçant, donc c'est pas trop grave si on joue pas de créature. Si on développe pas le terrain. Donc il se retrouve dans le cas de figure où il est menacé par ma créature d'à côté. Et là il est en train de se dire que je pourrais pas l'avoir. Mais il se trompe. Parce que moi, j'ai des cartes en réserve. Voilà. Ici. On va dire qu'on termine notre tour. Hein. Je pense que c'est très bien comme ça. Donc là, on a une 6-6 qui a une provocation et qui a un grand potentiel de déplacement. Donc c'est pas mal. On est plutôt bien, sachant qu'il n'a aucune créature sur le board, à part celle qui récolte de la Feria. On n'est pas menacé, donc en fait c'est le moment pour nous de devenir agressif en fait. Alors là, monsieur n'est pas content. Alors là, on a plusieurs possibilités. Là, on est très bien dans la partie. On a beaucoup de Feria. On a plusieurs possibilités, c'est-à-dire on peut soit transformer sa créature en 4-4 puis venir attaquer tout simplement. Soit réduire ses points de vie et ses points d'attaque
les diviser par 2. Donc là, on se retrouvera face à une 3-4, et on pourra aussi la détruire. Je préfère, je préfère l'avantage d'avoir une créature en plus sur le terrain, personnellement. Même si ça va me coûter plus cher en Faeria. Je préfère faire ça. Transformer sa créature, venir l'attaquer ici. Voilà. Et terminer mon tour. Donc là, il a 5 mana. 6. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec 6 mana? Ok, infliger un point de dégâts à tout le monde. Donc nous... Alors là, je vais tout simplement avancer déjà au préalable pour jouer un lac ici. Ensuite, je vais invoquer mon deuxième reflet. Détruire sa créature. Déplacer la mienne ici. Et tout simplement... Bon, c'était la victoire assurée. Donc voilà, vous n'avez pas vu de partie complète, je suis désolé. Mais tout ça pour dire que c'est un deck assez bien. C'est un deck assez bien, je vais vous le présenter. Alors, je vais vous le montrer. Alors, là, donc, c'est mon deck bleu. Alors voilà, c'est celui-là. Donc, un deck, comme je vous ai dit, très très peu coûteux. 3,4 de moyenne de Faeria. Donc là, vous avez 3 fois 5 pièces Pandore. Alors parce que le deck, en fait, il tourne autour des événements. Pourquoi il tourne autour des événements? Parce qu'on a 3 disciples d'Aurora. On a un lancier des neiges. Et on a également les fées de Gemsoi qui peuvent être très fortes tout de suite. Très embêtant pour l'adversaire. Donc notre deck, il va beaucoup tourner autour des événements. Donc on a pas mal d'événements dans ce deck-là. Ça commence avec les 5 pièces de Pandore. Donc c'est des cartes très fortes qui peuvent très bien comboter avec les disciples d'Aurora. Parce que non seulement c'est un sort, mais elles augmentent de +1. Donc ça veut dire que si vous faites ça sur un disciple d'Aurora, votre disciple d'Aurora gagnera +2 à chaque fois. Donc c'est pas mal. Donc ensuite, en termes de sorts, on a des tourbillons d'idées. Alors les tourbillons d'idées, ça m'a sauvé des millions et des millions de fois. J'exagère un peu, mais voilà, ça m'a beaucoup sauvé. Parce que, pourquoi? Bah, ça vous donne 2 cartes aléatoires bleues. Généralement, les cartes bleues sont pas dégueu. Et vous pouvez toujours tomber sur un monstre ou sur une créature ou sur un sort qui pourra vous sortir de beaucoup de situations. Ou qui va continuer à faire tourner le deck, hein. Donc voilà, et le meilleur, c'est qu'elle coûte 0 de Faeria. Donc, à garder en début de terrain si vous l'avez avec un disciple d'Aurora, c'est juste magnifique. Ensuite, en termes de sort, on a la marée haute, très forte carte aussi, je trouve. Enfin, elle est en soi, c'est pas une forte carte. En soi, c'est une carte, voilà. Elle peut être utile, bon, elle est pas top, mais dans ce deck-là, elle tourne tellement bien parce que encore une fois, avec les disciples d'Aurora, ça combote super bien. Comme je vous ai montré lors de la deuxième partie, ce que vous pouvez faire en début de partie, c'est juste fort. Et en late game, ça vous aide à piocher des cartes et à faire avancer votre deck. Donc c'est juste énorme. Alors en termes de sort encore, on a une vision d'humilité. Donc la vision d'humilité, c'est un sort, pas cher, et qui a un superbe effet. Donc l'attaque et la défense... et la vie d'une créature est divisée par 2. Donc c'est vraiment bien, ça sort de beaucoup de situations. Et c'est un sort qui combatte encore avec le deck. Ensuite, on a un crapaud de combat qui va aussi vous aider à détruire. En fait, ce sont des removals. Hein.
Il va vous aider à détruire une créature puissante, potentiellement puissante, en la transformant en 2-2. Ensuite, on a les sortilèges qui va vous invoquer deux créatures de 2, très fort aussi, très utile. Si vous voulez récolter de la feuille assez rapidement, c'est très fort. Donc voilà, en sort, voilà les sorts que représente ce deck. C'est pas des sorts de ouf, c'est pas des sorts qui sont très puissants au niveau dégâts. C'est des sorts de contrôle, c'est plus des sorts de contrôle qui vont nous aider à contrôler à, et à faire tourner le deck. Et vu qu'on a beaucoup de sorts, ben, les effets vont se déclencher très rapidement. Donc en termes de créatures, on a quoi? On a un juge impérial. Un juge impérial qui est une forte carte parce que elle coûte peut-être 5, mais elle vous offre sauvetage qui donne un bouclier à une créature, ou châtiment qui inflige 2 points de dégâts à une créature, ou 5 points de dégâts si c'est une créature neutre. Donc c'est une carte qui peut aussi vous permettre de faire pas mal de choses. Donc encore une fois, c'est une carte qui va vous donner un sort, et ce sort-là, vous pourrez justement comboter avec les disciples d'Aurora, avec le lancier, l'unique lancier des neiges. Je vais vous dire pourquoi il n'y en a qu'un seul alors que c'est un deck qui tourne autour de ça. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, très forte carte, le juge impérial. Ensuite, on a en créature deux fées de Gemsoi. Donc vous avez pu voir, hein, à chaque fois que j'ai pioché une fée de Gemsoi, sauf pour la première partie où je suis pas bien tombé, ça a fait des dégâts parce que la fée de Gemsoi, ça peut mettre vraiment mal en début de partie. Avoir une 3-1 qui a 2 de charge et qui a protection, c'est très très chiant, j'avoue. Quand je suis face à ce genre de créature, ça me fait rager. Parce que ça me fait dépenser beaucoup de cartes pour rien en fait. Enfin pas pour rien, mais pour cette créature-là. Ensuite, Disciple d'Aura, donc on va dire que le deck tourne à peu près autour de ça, hein. C'est une carte qui va monter très vite. Plus vous jouerez de sorts, plus elle montera et plus elle sera chiante à tuer. Donc voilà, c'est vraiment une des cartes maîtresses du jeu. Ensuite, on a Aurora, la faiseuse de mythe, qui est très forte, vous avez pu le voir, hein. Donc votre 3-1 qui a 2 de charge et qui a bouclier peut devenir une 6-6 avec les mêmes effets et encore être plus désagréable pour l'adversaire. Donc ça peut être... alors cette carte-là, purement c'est à des fins offensives, hein. Je vois pas l'intérêt, après peut-être dans une situation autre, mais je vois pas l'intérêt de transformer les, euh, les points de vie de votre adversaire, enfin d'une créature de votre adversaire. Enfin peut-être dans une autre situation, mais c'est vraiment à des fins purement offensifs, enfin défensifs aussi enfin sur vos créatures quoi. Ah bah en plus je raconte que des conneries parce que c'est que pour les créatures alliées. Donc voilà, là c'est là c'est clair. Donc voilà, donc une Aurora faiseuse de mythe. Ensuite, on a un crapaud ninja. Deux crapauds ninja même, pour moi c'est l'une des meilleures cartes eau. L'une des meilleures cartes eau. Parce que elle m'a permis de faire tellement de choses. Du fait qu'elle est célérité et saut, c'est juste trop fort. Et elle coûte pas trop cher. Enfin, c'est pas une carte, c'est une carte qui a vraiment joué quand vous en avez besoin. C'est pas une carte à jouer pour jouer une créature, par exemple. C'est vraiment une carte à garder et à jouer quand vous en avez besoin. Elle peut être offensive, elle peut être défensive. Elle peut vous faire récolter de la feria parce qu'elle a célérité. Elle peut sauter. Donc c'est vraiment une carte multifonction et ces 3 points de dégâts pourront vous être très utiles en fait. Ensuite on a 3 Tyrannax. Alors 3 créatures Tyrannax, pourquoi? Ben justement parce que c'est des Tyrannax, c'est une 4-6 pour 5. Un lac, c'est juste, un ton, une grosse bête à mettre qui va faire chier l'adversaire, qui peut tanker, qui peut attaquer. Donc voilà, Tyrannax, 3 Tyrannax. Alors, un lancier des neiges. Le lancier des neiges qui a à peu près le même effet que le lancier
que la disciple d'Aurora, excusez-moi. Sauf que lui, à la fin du tour, il ne les a plus, ces 2 points d'attaque. Il peut arriver jusqu'à 6 points d'attaque. Donc, en gros, il peut devenir une 6-5, ce qui peut être pas mal. Et c'est pour ça que j'en ai mis qu'un, parce que, comme ça, c'est pas une carte qui va pouvoir être jouée comme ça directement. C'est une carte où, enfin, au début j'en avais mis 3. Alors ouais, j'étais un fou, j'en avais mis 3 parce que je voulais vraiment que le deck tourne autour de la combo que je voulais faire. Et c'était très mauvais parce qu'il m'arrivait de les avoir et de ne pas avoir envie de les jouer parce que justement, derrière, je ne pouvais pas jouer d'événements juste pour les faire monter eux et qui perdraient l'avantage au tour suivant. Donc ça, c'est vraiment une carte que vous... Il n'y en a qu'une dans le deck. Elle peut se montrer utile par moment, d'autres fois elle est inutile. D'ailleurs, le plus souvent elle est inutile. Donc, on peut vraiment s'en passer. Mais je trouve que vu que le deck tourne autour de ce genre de carte, que une ne fait pas de mal et que peut parfois se montrer très utile. Ensuite, en créature, on a le reflet illusoire. Pour moi, avec le crapaud ninja, c'est voilà, c'est les meilleures cartes de la couleur eau, enfin de la couleur bleue. Et, euh, et donc voilà, 3. Pourquoi 3? Ben justement parce que c'est juste trop fort, hein. Vous avez des difficultés avec une créature, une 7-7 vous embête, ben vous la transformez en 4-4. C'est juste énorme. Un taunt vous embête, vous empêche d'attaquer votre adversaire pour le mettre pour gagner. Vous la transformez en 4-4 et c'est plus un taunt. Vous avez des difficultés avec une créature qui est près de chez vous, ben c'est pas grave. Vous transformez votre créature en 4-4 et elle la détruit. Enfin, il y a vraiment tellement de possibilités avec cette carte que même si elle a été nerfée, parce qu'avant elle coûtait que 5, là elle coûte 7, même si elle a été nerfée, elle reste très très forte. Donc, et enfin, Beru la vague originelle. Alors pourquoi Beru la vague originelle? Parce que j'avais juste envie d'avoir une grosse créature dans ce deck pour simplement soit tanker ou soit être offensif. C'est-à-dire quand j'ai envie de commencer à mettre des points de dégâts, il fallait que j'ai une créature qui soit capable d'en mettre d'un coup comme ça, sans effet, sans, euh, sans bénéficier de boost ou quoi que ce soit. Et Beru la vague originelle s'est montrée très très utile par moment. Non seulement parce qu'elle transforme les terrains qui sont autour d'elle en, en lacs, donc votre adversaire se retrouve avec des lacs et n'a aucune créature quand votre adversaire n'a aucune créature en haut et se retrouver avec des lacs, c'est juste trop tordant. Et, euh, et elle est très forte offensivement, donc à mettre. Et il m'est arrivé d'en avoir 2 comme je vous dis, grâce à Tourbillon d'idées. C'est voilà quoi, Tourbillon d'idées, c'est vraiment un tourbillon d'idées quoi. C'est la carte qui va vous donner des cartes de haut en double. Donc vous aurez des fois des triples, des quadruples de cartes qui seront utiles et c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est le petit deck que j'ai conçu avec mon imagination. Je suppose qu'il existe déjà, enfin qu'il y a pas mal de variantes, qu'il y a des gens qui ont eu l'idée, hein. Mais moi je l'ai fait de tête comme ça, sans regarder de site de deck. Et j'ai trouvé qu'il était assez fun à jouer et assez bon en fait. Et c'est pour ça que je vous le présente. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous donne envie de le jouer ou d'en faire un qui se rapproche ou de simplement jouer à Faria, hein. Pas obligé de faire mon deck, hein, mais ça vous a inspiré dans la création de deck. Et donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!